Il y a un garçon de 12 ans qui a plongé dans une piscine d'eau bleu cristal au Texas. Une piscine qui ressemble à un paradis, claire, calme, attirante. Il n'est jamais remonté. En Californie, 3 membres d'une patrouille de ski marchaient le long d'une rive de lac de montagne tranquille. Ils n'ont pas touché l'eau. Tous les 3 sont morts. En Angleterre, il y avait un ruisseau si étroit qu'on pouvait le traverser d'un pas. On dirait quelque chose sorti d'un livre pour enfants. Chaque personne qui y est tombée est morte, chaque personne sans exception. L'eau couvre 70% de cette planète. Nous nageons dedans, nous naviguons dessus, nous construisons des villes à côté. Nous lui faisons confiance. Une partie de cette eau ne mérite pas cette confiance. Voici notre compte à rebours des 10 eaux les plus dangereuses de la planète, dont même les experts ont peur d'approcher. Numéro 10. Le puits de Jacob à Wimberley, au Texas, aux États-Unis. Vu de la surface, le puits de Jacob ressemble à une invitation. Un cercle parfait d'eau bleue d'environ 4 mètres de diamètre, niché dans un lit de calcaire clair, entouré de cyprès. L'eau est si claire qu'on voit le fond rocheux. Des familles pique-niquent sur les berges. Des enfants nagent dans les hautes-fonds en amont. Par un chaud après-midi texan, c'est l'endroit le plus rafraîchissant de la Terre. C'est aussi l'un des réseaux de grottes sous-marines les plus mortelles des États-Unis. L'ouverture est la bouche d'un puits vertical qui descend tout droit sur une dizaine de mètres avant de s'orienter en une série de chambres qui s'enfoncent profondément dans l'aquifère d'Edwards. Le réseau de grottes a été cartographié jusqu'à plus de 40 mètres de profondeur, avec des passages qui bifurquent, se rétrécissent et serpentent dans le calcaire en plusieurs directions. La première chambre est spacieuse, presque accueillante. Les plongeurs descendent dans l'eau claire et se retrouvent dans une salle assez grande pour faire demi-tour, avec des sorties visibles menant plus loin dans la roche. C'est là que la grotte commence à tuer. D'après les registres tenus par le gouvernement du comté de Hays et la gestion du site naturel du puits de Jacob, au moins 12 personnes sont mortes dans le réseau de grottes depuis les années 1960. Certaines ont manqué d'air dans des passages trop étroits pour faire demi-tour. D'autres se sont désorientées dans des nuages de limon qui ont réduit la visibilité à 0 en quelques secondes. Une chambre surnommée la fosse cheminée crée l'illusion d'une sortie vers le haut. Les plongeurs nagent vers elle en croyant remonter à l'air libre. C'est une impasse. Le plafond se referme et, lorsqu'ils réalisent leur erreur, ils ont déjà consommé trop d'air pour faire demi-tour. Plusieurs corps n'ont jamais été remontés. Les passages sont trop étroits, trop profonds et trop dangereux pour que les équipes de récupération puissent y accéder. Les plongeurs partis à leur recherche n'ont tout simplement pas pu les atteindre. La grotte a gardé ce qu'elle a pris. Aujourd'hui, plonger au puits de Jacob exige un permis spécial et les sections les plus dangereuses ont été fermées par des grilles pour empêcher l'entrée. La zone de baignade au-dessus de l'entrée reste ouverte au public. Les familles pique-niquent encore sur les berges. Les enfants nagent encore dans les hauts-fonds. L'eau est toujours claire, toujours bleue, toujours belle et la grotte en dessous contient encore des corps que personne ne peut atteindre. Quelque chose d'aussi beau ne devrait pas être aussi dangereux. Mais l'endroit suivant sur cette liste pousse ce principe plus loin encore. Parce que le puits de Jacob exige au moins que vous entriez dans l'eau, le suivant tue sans qu'on la touche. Numéro 9. Le lac en fer à cheval à Mammoth Lakes, en Californie, aux États-Unis. En 1990, une série de petits tremblements de terre a secoué la région autour du mont Mammoth, dans l'est de la Californie. Les secousses étaient mineures. Aucun bâtiment endommagé, personne blessé, mais quelque chose a changé sous la surface. Du dioxyde de carbone a commencé à s'infiltrer vers le haut à travers le sol volcanique. Invisible, inodore, plus lourd que l'air, le gaz s'accumulait au niveau du sol dans les zones basses autour du lac en fer à cheval, un petit plan d'eau en forme de croissant au pied de la montagne. Les concentrations étaient assez élevées pour tuer la végétation. Les arbres ont commencé à mourir, pas lentement, pas sur des années. Des hectares entiers de forêt sont devenus gris et se sont tus en quelques mois. Les arbres morts sont encore debout, plus de 100 acres de troncs nus et gris entourent un lac qui semble paisible, calme, bizarre. En 2006, 3 membres de l'équipe de patrouille de ski du mont Mammoth effectuaient une vérification de routine près du lac en fer à cheval. Ils ont marché dans une zone basse où du dioxyde de carbone s'était accumulé dans une cuvette du sol. En quelques instants, les 3 ont perdu connaissance. 2 ont été secourus et ont survécu. Le 3e est mort. D'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis, qui surveille la zone en continu depuis le début des années 1990, le sol autour du lac en fer à cheval émet entre 100 et 150 tonnes de dioxyde de carbone par jour. La concentration de gaz au niveau du sol dans certaines cuvettes peut atteindre 95%.
L'air normal en contient 0,04%. Une concentration supérieure à 10% est mortelle en quelques minutes. Le mécanisme de la mort est simple et invisible. Le dioxyde de carbone chasse l'oxygène parce qu'il est plus lourd que l'air. Il descend le long des pentes et s'accumule dans les creux, fossés et dépressions comme un liquide invisible. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Vous entrez dans une zone basse, vous inspirez 2 fois un air qui ne contient pas d'oxygène, et votre corps s'éteint avant que votre cerveau ait le temps de comprendre ce qui se passe. Des panneaux d'avertissement sont installés autour du lac en fer à cheval. La zone n'est pas fermée. Des randonneurs empruntent encore les sentiers. Des pêcheurs lancent encore leurs lignes dans l'eau. Le lac en lui-même n'est pas toxique. L'eau est saine. L'air ne l'est pas. Un lac qui tue sans qu'on le touche, c'est un nouveau genre de danger. Mais l'endroit suivant ne cache pas son danger. Il l'expose en couleur. Une rivière qui coule rouge d'un acide assez fort pour dissoudre le métal. Numéro 8, le Rio Tinto dans la province de Huelva, en Espagne. Dans les montagnes du sud-ouest de l'Espagne coule une rivière rouge, pas brunâtre, pas boueux. Rouge, la couleur de la rouille, la couleur du sang. Le Rio Tinto, nommé pour sa couleur, ce qui signifie la rivière peinte, s'écoule sur environ 100 km depuis sa source dans la Sierra Morena jusqu'au golfe de Cadix. Son eau a un pH d'environ 2. La même acidité que le vinaigre, assez forte pour dissoudre la plupart des métaux au contact. La couleur et l'acidité viennent de dépôts de fer et de sulfure dans la roche environnante, lessivés dans l'eau par une combinaison de processus géologiques naturels et de 5000 ans d'exploitation minière. Le bassin du Rio Tinto est exploité depuis au moins l'an 3000 avant Jésus-Christ. Phéniciens, Romains, Maures et compagnies minières espagnoles modernes ont tous extrait du cuivre, de l'or et de l'argent des mêmes collines. L'écoulement de millénaires d'excavation a saturé la rivière en métaux dissous à des concentrations qui rendent toute vie aquatique classique impossible. Aucun poisson ne vit dans le Rio Tinto, aucun amphibien. Aucune algue classique. L'eau est biologiquement morte selon les critères normaux, mais pas entièrement morte. Dans les années 1990, des scientifiques du Centre d'astrobiologie de Madrid ont découvert des micro-organismes extrémophiles prospérant dans l'eau acide de la rivière. Ces microbes métabolisent le fer et le soufre, extrayant leur énergie de réactions chimiques qui détruiraient la plupart des cellules vivantes. Ils existent dans des conditions qu'aucun manuel ne disait capables de soutenir la vie. D'après une recherche publiée par l'astrobiologiste Ricardo Amils de l'Université autonome de Madrid, la chimie et la microbiologie du Rio Tinto ressemblent étroitement aux conditions que l'on croit exister sur Mars. La NASA a étudié la rivière de façon approfondie comme un analogue de la vie martienne potentielle. Si des organismes peuvent prospérer dans une eau à pH 2 saturée de fer dissous sur Terre, une vie similaire pourrait théoriquement exister dans les eaux souterraines acides que les planétologues pensent couler sous la surface de Mars. Une rivière trop acide pour la vie qui contient pourtant de la vie et que la NASA étudie comme modèle d'une autre planète. Le Rio Tinto est visible depuis l'espace. Sa tache rouge s'étend jusque dans l'Atlantique, colorant les eaux côtières sur plusieurs kilomètres au large. C'est 5000 ans d'exploitation minière qui ont créé cela. Et les microbes qui y vivent s'y trouvaient bien avant les mines. Une rivière acide qui pourrait expliquer la vie sur Mars. Assez étrange, mais l'endroit suivant cache son danger au fond, à 85 mètres de profondeur dans le noir, avec des munitions militaires. Numéro 7. Le trou de Samaen dans le golfe de Thaïlande. À 20 km au large de Sataib dans l'est de la Thaïlande, le fond marin plonge dans un trou de 85 mètres de profondeur dans un plan d'eau où la profondeur ambiante est inférieure à 20 mètres. Le trou de Samaen est le point le plus profond connu du golfe de Thaïlande. Il figure sur les cartes marines comme un petit cercle de bleu foncé entouré du turquoise pâle des eaux côtières peu profondes. Vu de la surface, rien d'anormal. L'eau est chaude, les courants semblent gérables. Des bateaux de plongée mouillent régulièrement au-dessus. En dessous de 30 mètres, tout change. La lumière disparaît, la température chute brusquement. La visibilité tombe à moins d'1 mètre et les courants, qui semblaient doux en surface, deviennent imprévisibles et violents en profondeur. Des thermoclines créent des murs invisibles d'eau froide qui perturbent la flottabilité. Les plongeurs qui les traversent décrivent la sensation d'être saisis et tirés vers le bas par quelque chose qu'ils ne voient seulement pas. Le trou de Samaen comporte une couche supplémentaire de danger qu'aucune cause naturelle n'explique. Pendant des décennies, la marine royale thaïlandaise a utilisé cette zone comme site de rejet de munitions. Des munitions non explosées, des obus et du matériel militaire ont été déversés dans le trou,
D'après des rapports d'organisation de plongée et la couverture du Bangkok Post, le fond du trou de Samaen est jonché de matériel militaire corrodé. Une partie pourrait encore être actif. Des plongeurs sont morts ici. Le chiffre exact est contesté parce que tous les incidents ne sont pas officiellement enregistrés. Ce qui est documenté, c'est un schéma. Des plongeurs expérimentés, correctement équipés, descendent dans le trou et ne reviennent pas. Certains sont remontés, d'autres non. La marine royale thaïlandaise n'a pas mené d'inventaire complet de ce qui repose au fond. La profondeur, l'obscurité et l'état inconnu des munitions rendent toute évaluation trop dangereuse, même pour les équipes de plongée militaires. 85 mètres de noir, visibilité zéro, courants imprévisibles et munitions militaires corrodées au fond que personne n'a cataloguées. Même la marine refuse d'y descendre, une décharge militaire à laquelle les plongeurs ne peuvent pas résister. Mais l'endroit suivant n'est pas caché. Il est célèbre, beau, et il a tué plus de plongeurs que presque n'importe quel autre endroit sur Terre. Numéro 6, le trou bleu de Dahab, en Égypte. Sur la côte de la péninsule du Sinaï, à environ 9 km au nord de la ville de Dahab, se trouve un gouffre sous-marin qui descend d'environ 130 mètres dans la mer Rouge. Vu de la surface, c'est un cercle parfait de bleu foncé dans les eaux turquoises environnantes. Il est saisissant. Il est accessible depuis le rivage, et c'est l'un des sites de plongée les plus dangereux de la planète. Le trou bleu de Dahab a tué entre 130 et 200 plongeurs selon les estimations. Le chiffre exact est inconnu parce que tous les corps n'ont pas été récupérés et que tous les décès n'ont pas été officiellement enregistrés. Des plongeurs viennent du monde entier pour explorer ce site. Certains n'en repartent jamais. Le mécanisme de la mort est une formation géologique appelée l'Arche. À environ 56 mètres sous la surface, un tunnel naturel relie l'intérieur du trou bleu à la mer ouverte. Le tunnel est assez large pour le traverser à la nage. Il est clairement visible d'au-dessus, et c'est la raison pour laquelle la plupart des plongeurs sont morts. L'arche se trouve bien au-delà de la limite de profondeur sûre pour la plongée récréative qui se situe généralement à 40 mètres. À 56 mètres, la narcose à l'azote commence à brouiller le jugement. La pensée du plongeur devient confuse. La prise de décision se dégrade. Certains décrivent une sensation d'euphorie, une confiance d'ivrogne que tout va bien. Tout ne va pas bien. Les plongeurs qui descendent vers l'arche oublient souvent de surveiller leur jauge de profondeur. Les parois du trou bleu ne donnent aucune référence visuelle de la profondeur. L'eau est uniformément claire. Le bleu est uniformément profond. Sans vérification constante des instruments, un plongeur peut descendre au-delà de 56 mètres sans s'en rendre compte. Et à cette profondeur, avec la narcose qui s'installe, l'instinct de remonter commence à faiblir. D'après l'analyste de sécurité en plongée et auteur Gareth Locke, qui a étudié plusieurs accidents mortels sur ce site, de nombreuses victimes ont été retrouvées bien au-dessous de l'arche, certaines au-delà de 90 mètres. Elles avaient continué à descendre, altérées par la narcose, sans réaliser qu'elles nageaient de plus profond au lieu de se diriger vers la sortie. Leur air s'est épuisé, leurs corps ont coulé. Les parois du trou bleu sous la ligne d'eau sont constellées de plaques commémoratives pour les morts. Les plongeurs passent devant en descendant. Certains d'entre eux ne remonteront pas. Un trou dans la mer qui ressemble à un paradis, qui procure une sensation d'euphorie, qui tue parce que plus on descend, plus tout semble beau, jusqu'à ce que plus rien ne semble rien du tout. Le trou bleu tue des individus, l'endroit suivant pourrait tuer des millions. Et ce n'est pas un trou. C'est un lac assis sur une bombe qui accumule de la pression depuis des décennies. Numéro 5, le lac Kivu, à la frontière du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Le lac Kivu est magnifique. C'est la première chose que tout le monde dit. Environ 86 km de long et 50 de large, niché dans la grande vallée du Rift, à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, le Kivu est l'un des grands lacs d'Afrique. Des stations balnéaires bordent la rive rwandaise. Des pêcheurs jettent leurs filets depuis des barques en bois à l'aube. Des enfants nagent dans les hauts-de-fond. Des villes et cités s'étalent au bord de l'eau de chaque côté. Environ 2 millions de personnes vivent dans le bassin immédiat du lac. Sous la surface, 300 km3 de dioxyde de carbone dissous et 60 km3 de méthane sont piégés dans l'eau profonde. 300 km3. C'est assez de gaz pour remplir un nuage de la taille d'une ville, assis au fond d'un lac où vivent 2 millions de personnes. Le gaz reste dissous sous l'effet de la pression. L'eau profonde du lac Kivu est sous une énorme pression hydrostatique due au poids de l'eau au-dessus. Tant que les couches restent stables, le gaz reste en bas. Tant que rien ne les perturbe. La crainte n'est pas théorique, c'est déjà arrivé. Pas au Kivu, mais dans un lac voisin plus petit. Le 21 août 1900,
1986, le lac Nyos au Cameroun, situé sur une géologie volcanique similaire, a libéré un nuage massif de dioxyde de carbone dans un événement connu sous le nom d'éruption limnique. Le gaz plus lourd que l'air s'est déversé dans les vallées environnantes à environ 70 au kilomètre à l'heure. 1746 personnes sont mortes, la plupart dans leur sommeil. Des villages entiers ont été tués en quelques minutes. Le bétail, dans un rayon de 25 km, est tombé sur place. Le lac Nyos est minuscule comparé au Kivu. Le Kivu contient environ 2000 fois plus de gaz dissous. D'après les recherches publiées par le limnologue Klaus Titze de l'Institut fédéral allemand des géosciences, qui avait le premier mesuré les concentrations de gaz du Kivu dans les années 1970, une éruption limnique au lac Kivu serait catastrophique à une échelle sans précédent moderne. Le nuage de gaz pourrait potentiellement affecter chaque communauté autour du lac simultanément. Sans avertissement, le gouvernement rwandais, en partenariat avec des ingénieurs internationaux, a installé des plateformes d'extraction de méthane sur le lac. Le méthane extrait sert à produire de l'électricité, ce qui réduit simultanément la concentration de gaz et fournit de l'énergie à un pays qui en a désespérément besoin. Le programme est ambitieux, novateur et potentiellement salvateur. Mais le rythme d'extraction est lent. Le gaz continue de s'accumuler à partir des sources volcaniques sous le lac. Et la question qui empêche les limnologues de dormir n'a jamais été entièrement résolue. L'extraction est-elle assez rapide? 2 millions de personnes, 300 km3 de gaz et un lac qui ressemble à un paradis depuis la rive. Un lac qui pourrait tuer 2 millions de personnes. C'est un danger à une échelle difficile à concevoir. Mais l'endroit suivant ne menace pas une ville. Il menace chaque navire qui tente de le traverser, et il en coule depuis 500 ans. Numéro 4. Le passage de Drake dans l'océan austral. Entre la pointe sud de l'Amérique du Sud et la côte nord de l'Antarctique s'étend un bras de mer d'environ 800 km de large. C'est le plan d'eau le plus dangereux de la Terre. Le passage de Drake est le lieu où l'Atlantique, le Pacifique et l'océan austral se rencontrent. Le courant circumpolaire antarctique, le plus grand courant océanique de la planète, transportant environ 150 millions de mètres cubes d'eau par seconde, s'engouffre dans ce passage sans obstacle. Il n'y a aucune masse terrestre pour le ralentir, aucune île pour briser les vagues. Rien entre les Andes australes et la péninsule antarctique, sinon de l'eau libre et du vent. Résultat, un bras de mer où la hauteur des vagues dépasse régulièrement 10 mètres. Par tempête, elle atteint 15 mètres. Dans les pires conditions, on a mesuré plus de 20 mètres. C'est un immeuble de 7 étages, fait d'eau, qui se déplace à vitesse d'autoroute dans toutes les directions. Les vents, dans le passage de Drake, sont poussés par les 40e rugissants et les 50e hurlants. Des bandes de latitude où les vents d'ouest dominants accélèrent sur un océan sans obstacle. Des vents soutenus à 100 km à l'heure ne sont pas inhabituels. Des rafales au-dessus de 150 ont été enregistrées. Depuis les premiers navires européens qui tentèrent la traversée au début du XVIe siècle, le passage de Drake coule des navires. Le chiffre exact est inconnu, mais les historiens maritimes estiment que des centaines de navires ont été perdus dans ces eaux au cours des 5 derniers siècles. Certains étaient des navires de guerre, d'autres des navires marchands, d'autres des navires de recherche modernes équipés des meilleures technologies disponibles. D'après la British Antarctic Survey, qui opère des navires de recherche dans le passage plusieurs fois par an, les traversées peuvent passer de étonnamment calmes à violemment dangereuses en l'espace de quelques heures. Les membres d'équipage qui font régulièrement la traversée décrivent un phénomène qu'ils appellent la secousse du Drake. Le navire gîte si loin de chaque côté que les objets glissent au détable, que l'équipement non arrimé devient un projectile et que rester debout sans s'agripper à quelque chose demande un effort physique. Le passage ne peut être évité. C'est la seule voie maritime entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Chaque base de recherche, chaque navire d'approvisionnement, chaque expédition touristique à destination de la péninsule antarctique doit le franchir. 800 km d'eau, pas d'abri, pas de terre, aucune pitié. Le plus grand courant de la Terre poussé dans le plus étroit passage qu'il puisse trouver. Et chaque navire qui y entre joue à la loterie du Drake qu'il trouvera. Le lac Drake ou la secousse du Drake, un océan qui avale des navires depuis 5 siècles. Mais l'endroit suivant n'avale pas des navires. Il avale des gens, et il ressemble à un ruisseau dans lequel un enfant viendrait jouer. Numéro 3. La piscine du diable aux chutes Victoria, entre la Zambie et le Zimbabwe. Les chutes Victoria sont l'une des cascades les plus puissantes de la Terre. Plus de 1700 mètres de large, 108 mètres de haut. En période de crue maximale, plus de 500 millions de litres d'eau se déversent par-dessus le bord chaque minute. Les embruns s'élèvent à des centaines de mètres dans l'air, le grondement s'entend à 40 km.
Le nom local est Mosi Oa Tunya, la fumée qui tonne. Au bord même de cette cascade, pendant la saison sèche, lorsque le niveau d'eau baisse, une lèvre rocheuse naturelle crée une petite piscine. On peut s'y baigner. La piscine du diable se trouve directement au bord de la chute de 108 mètres. La lèvre rocheuse qui forme la paroi extérieure de la piscine est une barrière naturelle d'environ 2 mètres de large. Derrière elle, le fleuve Zambèze plonge dans la gorge en contrebas. La barrière est submergée. Depuis l'intérieur de la piscine, on peut se pencher au-dessus du bord et regarder tout droit 108 mètres plus bas jusqu'aux rochers et à l'eau furieuse. Des opérateurs touristiques à Livingstone, en Zambie, amènent des clients payés pour se baigner dans la piscule du diable entre septembre et décembre. Quand le débit est assez bas pour que la lèvre rocheuse serve de barrière, des guides escortent des groupes jusqu'au bord. Les touristes s'assoient dans la piscine. Ils prennent des photos, ils se penchent au-dessus du vide, certains s'allongent sur le ventre, la tête dépassant du bord, regardant au fond de la gorge. La marge de sécurité, c'est la lèvre rocheuse. C'est tout, une formation naturelle à peu près large comme une table à manger, submergée sous l'eau rapide, qui sépare un touriste d'une chute verticale de 108 mètres sur les rochers. D'après des rapports compilés par les autorités touristiques zambiennes et les médias locaux, les décès à la piscine du diable sont rares, mais documentés. Dans la plupart des cas, les victimes se baignaient hors de la saison sûre, désignée, alors que le niveau d'eau était trop haut et que le courant a submergé la barrière rocheuse. Dans au moins un cas documenté, un touriste a été emporté par-dessus le bord pendant ce qui devait être une visite encadrée. Les guides qui emmènent les groupes à la piscine du diable décrivent l'expérience comme un risque maîtrisé. La lèvre rocheuse est là depuis des milliers d'années. Le niveau d'eau pendant la saison sèche est prévisible. Les statistiques jouent en votre faveur. Mais les statistiques ne réconfortent personne lorsque vous êtes assis dans une piscine d'eau en mouvement et que la seule chose entre vous et une chute de 108 mètres est une roche que vous ne voyez pas, une piscine au bord du monde. C'est le danger par invitation. Vous choisissez d'y être, l'endroit suivant n'a laissé le choix à personne. Il a tué un village entier en une nuit pendant son sommeil. Numéro 2. Le lac Nyos au Cameroun. Dans la soirée du 21 août 1986, les habitants vivant autour du lac Nyos, dans le nord-ouest du Cameroun, sont allés se coucher. Une soirée ordinaire. Les paysans étaient rentrés des champs. Les enfants avaient dîné. Le bétail se reposait pour la nuit. Le lac était calme. Il avait toujours été calme. Au matin, 1746 personnes étaient mortes. Chaque être vivant dans un rayon de 25 km autour du lac avait été tué. Bétail, chèvres, oiseaux, insectes, tout. Pas d'explosion, pas de séisme, pas d'avertissement, pas de bruit qu'un survivant aurait pu décrire. Les morts ne se sont pas réveillés. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas couru, ils ont simplement cessé de respirer. Ce qui s'est passé est une éruption limnique. Le lac Nyos se trouve dans un cratère volcanique. Pendant des décennies, du dioxyde de carbone venu du magma situé en profondeur s'était infiltré dans l'eau profonde du lac, s'y dissolvant sous la pression, s'y accumulant en silence dans les couches du fond. Cette nuit d'août, quelque chose a perturbé la stratification. L'eau profonde est montée, la pression a chuté et le dioxyde de carbone dissous a explosé hors du lac dans un nuage invisible massif. D'après les recherches publiées par le volcanologue George Kling de l'Université du Michigan, qui fut l'un des premiers scientifiques sur place, le nuage de dioxyde de carbone a été estimé à 1 600 000 tonnes. Il a dépassé le rebord du cratère et a dévalé les pentes à environ 70 km à l'heure, remplissant chaque vallée, chaque dépression, chaque zone basse sur son passage. Le dioxyde de carbone est plus lourd que l'air. Il a chassé l'oxygène de chaque espace qu'il a pénétré. Les gens et les animaux qui respiraient au niveau du sol ont inhalé un gaz qui ne contenait pas d'oxygène. Ils ont perdu connaissance en quelques secondes. Ils sont morts en quelques minutes, la plupart dans leur lit. Les survivants étaient ceux qui vivaient en hauteur ou aux étages supérieurs des bâtiments, là où le nuage de gaz, qui coulait comme une rivière invisible le long du fond des vallées, n'a pas atteint. Lorsqu'ils sont descendus le matin, ils ont trouvé le silence. Un silence total. Leurs voisins, leurs familles, leur bétail, tous morts, étendus exactement où ils étaient lorsque le gaz est arrivé. Le lac Nyos existe toujours. La source de dioxyde de carbone volcanique sous lui ne s'est pas tarie. Après la catastrophe, des ingénieurs ont installé des tuyaux de dégazage qui aspirent en continu l'eau chargée en dioxyde de carbone depuis le fond du lac et la libèrent en toute sécurité dans l'atmosphère en petite quantité contrôlée. Le système fonctionne. La concentration de gaz a nettement baissé, mais la capacité des tuyages est limitée et le lac continue d'accumuler du nouveau gaz par en dessous.
D'après les données de suivi publiées par le projet de dégazage du lac Nyos, le système extrait aujourd'hui du gaz à un rythme qui correspond approximativement à l'apport de la source volcanique. Approximativement. La ville de Nyos n'a jamais été repeuplée. Les terres autour du lac restent vides. Les maisons tiennent encore debout. Les routes sont envahies par la végétation. Et le lac est de nouveau calme. Il a toujours été calme. Un lac qui a tué 1746 personnes en une nuit sans faire de bruit. C'est la deuxième eau la plus dangereuse de cette liste. La plus dangereuse sur Terre est la suivante. Et le pire n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce à quoi elle ressemble. Parce que vous ne vous y attendriez jamais, pas de la part de quelque chose d'aussi petit, pas de la part de quelque chose d'aussi calme, pas de la part de quelque chose d'aussi beau. Numéro 1, le Bolton Strid dans le Yorkshire en Angleterre. Et maintenant, l'eau la plus dangereuse de la Terre et la plus trompeuse. Oubliez tout ce que vous avez vu dans cette liste jusqu'ici. Les lacs volcaniques, les rivières acides, les décharges militaires, les bras de mer qui coulent des navires. La plus mortelle étendue d'eau de la planète est un ruisseau dans la campagne anglaise que l'on pourrait enjamber d'un pas. Le Bolton Strid se trouve dans les Yorkshire Dales, près des ruines de l'abbaye de Bolton, dans le nord de l'Angleterre. La rivière Wharfe, une large rivière paisible qui serpente à travers des prairies verdoyantes en amont, se jette dans un chenal étroit où les berges se rapprochent brusquement. La rivière, large d'environ 9 mètres juste en amont, se retrouve comprimée dans un passage d'à peine 2 mètres. Vu de la berge, on dirait un ruisselet, un cours d'eau, où les enfants jettent des brindilles et regardent leurs flotteurs s'éloigner. Des arbres en surplomb encadrent l'eau. La mousse couvre les rochers. Le décor est paisible, bucolique, la campagne anglaise de cartes postales dans ce qu'elle a de plus charmant. Cela ne devrait pas figurer sur une liste d'endroits dangereux. Pourtant, 100% des personnes tombées dans le Bolton Strid sont mortes. 100%, pas la plupart, pas presque toutes, tout le monde. Chaque personne, sans exception, qui est entrée dans cette eau, volontairement ou par accident, dans toute l'histoire documentée de ce ruisseau est morte. Aucun taux de survie. 0. La raison se trouve sous la surface. Ce qui ressemble à un étroit ruisseau est en réalité le débit total de la rivière Wharfe mis sur le côté. La rivière ne s'est pas rétrécie. Elle est devenue plus profonde. La même quantité d'eau qui s'étalait sur 9 mètres est désormais forcée dans un passage de 2 mètres. Mais au lieu de se compresser horizontalement, le chenal plonge verticalement. Le Bolton Strid n'est pas un ruisseau peu profond. C'est un canyon sous-marin aux profondeurs jamais entièrement mesurées, parce que les conditions sont trop dangereuses pour qu'un plongeur y entre. D'après les relevés géologiques cités par l'autorité du parc national des Yorkshire Dales, le chenal sous-marin sous le Strid contient un réseau de grottes, de tunnels et de corniches creusés dans le calcaire par des milliers d'années d'érosion. Le courant à l'intérieur de ces passages est violent. L'eau s'écoule à différentes vitesses selon la profondeur, créant des forces hydrauliques capables de plaquer un corps humain contre la roche et de l'y maintenir indéfiniment. Les personnes qui tombent ne remontent pas en aval, elles ne s'échouent pas sur la berge. Elles sont emportées sous l'eau, poussées dans le réseau de grottes et coincées. Il a fallu plusieurs jours pour récupérer certains corps. D'autres n'ont jamais été retrouvés. Le Strid n'a ni barrière, ni clôture, ni garde-corps. Un petit panneau sur le sentier avertit les visiteurs que l'eau est dangereuse. Le ton est typiquement anglais, poli, mesuré. Il ne dit pas que chaque personne entrée dans cette eau est morte. Il dit que les pierres pour traverser sont glissantes. Les rochers au bord du Strid sont recouverts d'une mousse lisse et mouillée. C'est exactement le genre de surface sur laquelle une chaussure de randonnée dérape. L'espace entre les berges est assez étroit pour que beaucoup de visiteurs pensent instinctivement à sauter de l'autre côté. Certains ont essayé. Tous n'y sont pas parvenus. D'après les archives historiques locales, compilées par le domaine de Bolton, propriétaire des terres environnantes, le plus ancien décès documenté au Strid remonte à l'an 1154, lorsqu'un garçon nommé William de Romley, fils du seigneur qui fonda la prieuré de Bolton, tenta de sauter par-dessus le vide. Il est tombé à court. Son corps n'a jamais été retrouvé. C'était il y a 870 ans. Le ruisseau n'a pas changé, et le résultat non plus. Une légende dans le Yorkshire dit que le Strid n'a jamais rendu ce qu'il a pris. Géologiquement, cela pourrait être littéral. Le réseau de grottes sous-marines contient peut-être des restes piégés depuis des siècles, coincés dans des passages trop étroits, trop profonds et trop violents pour qu'on puisse les atteindre. Le Bolton Strid n'est pas un torrent déchaîné, ce n'est pas un tourbillon, ce n'est pas un océan. C'est un ruisseau tranquille dans la campagne anglaise que l'on pourrait enjamber d'un pas un dimanche de promenade. Les rochers sont jolis. La mousse est verte, les arbres se penchent sur l'eau comme dans un tableau, et chaque personne qui a touché cette eau a disparu. Aucune exception,
aucun survivant, aucune seconde chance. C'est pourquoi il est numéro 1. Pas à cause de l'échelle, pas à cause du spectacle, mais parce que l'eau la plus dangereuse de la Terre ne ressemble pas du tout à quelque chose de dangereux. Elle ressemble à l'endroit où vous emmèneriez vos enfants. Et elle a un bilan parfait. 10 eaux, 7 pays, 5 siècles d'histoire documentée, et une seule vérité qui les traverse toutes. Un point d'eau au Texas qui ressemble à un paradis et qui contient une grotte pleine de corps sous la surface. Un lac en Californie qui tue sans qu'on le touche. Une rivière en Espagne tellement acide que la NASA l'étudie comme modèle de Mars. Un trou dans le fond marin avec des munitions militaires tout au fond. Un gouffre qui procure une sensation d'euphorie en vous tuant. Un lac assis sur 300 km3 de gaz sous 2 millions de personnes. Un océan qui avale des navires depuis 500 ans. Une piscine au bord d'une chute de 108 mètres, un lac qui a assassiné un village entier dans son sommeil, et un ruisseau en Angleterre qui ressemble à une carte postale et qui, dans toute l'histoire documentée, n'a jamais laissé une seule personne survivre. L'eau n'est pas toujours ce qu'elle paraît être. Les plus calmes ne sont pas toujours les plus sûres. Les plus claires ne sont pas toujours les plus propres. Les plus étroites ne sont pas toujours les plus peu profondes. Et les plus belles sont parfois les plus dangereuses de toutes. Quelle eau vous a le plus terrifié? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que cette chaîne est faite pour vous. Abonnez-vous, activez les notifications. La prochaine vidéo vous emmènera quelque part d'encore plus impossible. On s'y retrouve.